Aujourd'hui, j'étais à Nancy avec mon cher Vlad Tapas en visite dans un salon, le salon du bien-être, des médecines douces et des arts divinatoires. Alors, il y avait pas mal de monde, c'était assez rempli. Il y avait des gens fort sympathiques, il y avait des stands de chocolat, des mets alimentaires, ma foi, qui semblaient bien. On était dans une ambiance très très forte en encens, donc on avait plein de stands de gens qui disaient attention aux effets néfastes des ondes électromagnétiques. Et j'ai fait notamment un test sur un stand où on a regardé comment ça se passe. J'aimerais attirer l'attention des gens sur le fait que tout ce qu'on respirait comme fumée, comme parfum, comme truc, j'étais irrité en repartant, j'avais un petit peu la nausée. Il y a certainement beaucoup plus de risques cancérigènes avec toutes les saloperies qu'ils font fumer dans l'air que à travers les appareils ménagers ou les lignes électriques. Bon, ça c'était la parenthèse, je suis pas sûr qu'en termes de santé, tout soit absolument raccord. Alors, je vais vous lire le petit texte qui présente le salon. Le premier grand salon du bien-être, des médecines douces et des arts divinatoires, organisé à Nancy, met en lumière près de 120 exposants, praticiens, thérapeutes, professionnels, artisans, tous engagés dans une démarche créative, bio, naturelle et spirituelle. 40 conférences et ateliers gratuits pour les visiteurs sont proposés afin d'échanger avec les intervenants et découvrir leurs pratiques. Ostéothérapie, magnétisme, hypnose, aromathérapie, sophrologie, voyance. Une 50aine de thérapies sont représentées. On est bien en train de dire aux gens qu'on va leur vendre des pratiques qui soignent, qui sont des thérapies. On est dans la pratique du soin et la frontière avec l'exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie, évidemment la question se pose. La question se pose. Bon. Découvrez de nouvelles voies de développement personnel. Prenez soin de vous. Testez des produits sains. Tentez une séance d'astrologie ou une consultation avec un médium. Détendez-vous lors d'un massage ou d'un soin. Échangez, débattez, créez du lien. ... Donc ça, c'était le petit texte qui présentait cela sur le site Destination Nancy, donc le site des activités qui se passent dans le coin, dans la région. On va regarder ensemble, on va jeter un œil sur le site qui présente l'événement. Donc voilà, on est ici, salon du bien-être, on a tous les visuels, donc on a les dates, 40 ateliers conférences, 120 exposants, on a tous les chiffres, on a tout ça. Et évidemment, il y avait beaucoup de lithothérapie. Je vous renvoie vers les articles qui montrent que l'activité commerciale de la lithothérapie est une activité qui exploite le travail des enfants dans les mines à Madagascar. Tous vos petits cristaux de quartz rose, ils viennent de mines où on exploite le travail des enfants. Alors on pourrait me dire, c'est pas mieux que les métaux rares dans mon téléphone. Et c'est vrai, vous avez raison, sauf que les gens qui nous vendent le téléphone n'y prétendent pas être étrangers au commerce. Alors, on sait bien que c'est les méchants de l'histoire, que ce sont des gens qui sont dans la grande industrie. Sachez que tous les petits stands où on vous vend des cristaux roses, ça a beau ressembler à une activité artisanale, en fait, ce sont des choses qu'ils achètent en gros. Et en réalité, il y a une activité industrielle très pollueuse qui exploite le travail des enfants et en plus, pour certains cristaux, qui financent des organisations criminelles, puisque les talibans en Afghanistan se financent grâce à des cristaux qu'on ne trouve quasiment que dans leur pays. Voilà. C'est sympa, hein? J'ai regardé vite fait le programme, il y avait de la communication animale. Vivez un cycle complet de transformation en intégrant toutes les dimensions de votre être. Je ne l'ai pas vu. En quoi consiste l'étude médiumnique de l'écriture? C'est intéressant. Atelier d'initiation à l'auto-hypnose. Voilà, c'est bien. Harmoniser ses énergies avec un pendule. Les bienfaits de l'aromathérapie, la communication animale, écouter, ressentir et comprendre le langage énergétique et vibratoire des animaux. Vous voyez, c'est ça le truc. Les études du comportement animal, l'éthologie, ça existe. Il y a des gens qui ont des diplômes, qui savent vous expliquer pourquoi votre animal de compagnie a tel comportement plutôt que tel autre. Ça peut être utile lorsqu'il y a des comportements qui posent problème, mais là on est dans l'énergétique et le vibratoire.
On n'est pas du tout dans la même chose. La radiesthésie du professeur Étienne Guillet, rééduquer et développer vos potentiels par la musicothérapie neurologique. Et ça, j'ai rencontré cette dame. On verra l'entretien que j'ai eu avec elle tout à l'heure. La constellation familiale et systémique, une conférence sur le travail transgénérationnel par la constellation familiale et systémique. Sur le transgénérationnel, elle a regardé la lecture épique sur Épique Époquée, lecture épique sur la psychogénéalogie, qui est une pseudo-science totale, évidemment, mais qui a des conséquences aussi potentiellement graves. Connectez-vous à la voix de votre âme grâce à l'hypnose de régression spirituelle, karma-thérapie, gestion des émotions, voyage chamanique du tambour, comment devenir hypnothérapeute. Ce qui était intéressant, c'est de voir que beaucoup des stands, et je m'attendais à le voir, et je l'ai vu, beaucoup de stands proposent des formations. On n'est plus tellement dans la simple consommation. Les gens viennent pour consommer des trucs, des soins, des ceci, des cela. On a exactement comme ça a été lancé sur Internet, la mode des formations, des coachs, de coaching, de coach. En termes de placement commercial, marketing, de produits, quand vous coachez des gens à l'hypnose, à l'hypnothérapie, vous n'êtes pas en train de les soigner, vous n'êtes pas en train de risquer des conséquences terribles et d'être poursuivi. Vous n'êtes pas en train de frôler avec la pratique illégale de la médecine. Vous faites une formation et donc vous êtes vous êtes à l'abri de certaines conséquences judiciaires, de certaines responsabilités de votre pratique. En plus, vous créez des gens qui vont vouloir se perfectionner. Vous pouvez créer des ateliers avec différents niveaux. Et donc vous avez des clients qui ne sont plus des clients que vous soignez, mais des clients à qui vous apprenez à être hypnothérapeute, sachant que évidemment, si vous êtes formateur vous-même au lieu de pratiquer, peut-être c'est parce que le marché n'est pas aussi florissant que ça, donc c'est pas la peine de créer des concurrents. Mais bon, ça, c'est l'imaginologie. Ah, je découvre un mot. J'aime découvrir des mots. L'imaginologie. J'avoue, j'aimerais bien jeter un œil, mais je vais pas me déplacer demain là-bas. Constellation familiale, le pendule, secrets et pouvoirs de la radiesthésie, kinésiologie, adaptogénèse. Pourquoi avez-vous l'habitude de ressentir de la culpabilité après avoir vécu un traumatisme ? Oui, alors la traumatologie, c'est extrêmement sérieux. Je voudrais que ce ne soit pas hijacké par des gens qui sont dans les pseudosciences et les trucs malsains. Comme ça. Je préférerais que les traumatisés reçoivent une écoute et des soins dans des organismes, des institutions professionnelles compétentes. Et peut-être qu'il n'y en a pas assez, et peut-être que c'est un problème grave. Bon. Au cours de cette visite, je me suis attardé dans 3 stands où j'ai pu croiser le regard de la personne qui animait. J'ai pu demander, est-ce que ça vous dérange pas que je filme ? La personne m'a répondu oui, m'a répondu oui assez facilement, sans aucune difficulté. Et j'ai appris des choses. J'ai appris que les ondes électromagnétiques, qui sont de la lumière, qui sont de la même nature que la lumière, et ben les ondes, elles s'accumulent dans votre corps. Voilà, quand j'allume et quand j'éteins la lumière s'allume et s'éteint, mais pour les ondes électromagnétiques, elles s'accumulent dans votre corps, et c'est cancérigène, et le monsieur a une solution, il y a un appareil pour vous mettre à la terre et vous débarrasser des ondes. J'ai appris que l'autisme était causé par un manque d'oxygénation des lobes frontaux du cerveau. J'ai été surpris, mais c'était quand même une neuromusicothérapeute diplômée de Montpellier qui me l'a affirmé, donc c'est que ça doit être vrai ou pas. Et j'ai appris que l'oxydation était la cause de toutes les maladies, c'est le pH de votre sang qui cause des problèmes, et donc on va vous vendre une fontaine qui alcalinise tout. Je vous rappelle que c'est faux, que ça ne peut pas être vrai, que le pH de votre sang il est finement réglé par vos poumons et vos reins, que votre organisme il est extrêmement régulé sur plein de domaines, et là en particulier, et que quand votre pH commence à changer, à dériver, c'est que vous êtes très très malade, en phase terminale, vous allez mourir. Donc si vous n'êtes pas aux portes de la mort, tous ces promesses-là ne valent rien, et si vous êtes aux portes de la mort, n'allez pas chez des charlatans, allez voir des vrais médecins. Je tiens à souligner que les gens sont sympathiques. C'est pas des gens méchants, c'est pas des gens à qui j'en veux, c'est pas des gens à qui vous devez vous chercher du mal ou vouloir du mal. Je constate que les arguments à l'appui de ce qu'ils veulent nous vendre sont vérolés, qu'ils émettent des énoncés
qui sont faux, qui sont démontrablement faux sur l'eau, sur le pH, sur l'autisme. Voilà, tous, ils disent des choses absolument fausses. Ça ne les intéresse pas tellement qu'on leur dise que c'est faux, et ils n'ont pas d'intérêt pécuniaire à s'en rendre compte. Et la question que je me pose, in fine, ok, il y a plein de gens qui viennent dans ces salons, ça a du succès. Ce type de salon, il a nécessairement des conséquences sur les croyances des gens qui les fréquentent, des deux côtés des stands, hein. Les gens qui viennent en public et les gens qui se professionnalisent là-dedans. Il y a forcément des conséquences dans le fait que ce type de salon fait que ces gens se rencontrent et renforcent mutuellement leurs croyances. J'ai vu un stand avec des bracelets, j'ai pas pu interroger la personne, des bracelets avec des petits aimants qui sont censés vous aider à dormir, qui sont censés vous résoudre vos problèmes de santé. Comment est-ce qu'on peut accepter, je m'interroge, hein, que sur un salon grand public, gratuit, ce qui est bien, mais bon, où tout le monde peut arriver, vous allez à droite, et le premier stand quasiment, c'est des gens qui vous vendent des bijoux très jolis avec des petits aimants, qui prétendent soigner vos problèmes de santé avec des bijoux. Est-ce que c'est normal? Puis en termes de légalité, Vlad a entendu de ses oreilles, il se faufilait comme ça, il est tout petit, hein, personne ne l'avait vu, il a entendu une dame sur un stand de chamanisme expliquer à une autre dame en face d'elle que « Ah oui, mais là, ce que vous me demandez, madame, c'est pour une possession, vous êtes possédé, vous avez un démon. Ça, évidemment, nous, on est censé laisser ça au prêtre, on n'est pas censé s'en occuper. Donc, j'ai pas le droit de vous vendre ça, mais évidemment, s'il y a besoin, vous me contactez, on peut le faire quand même. » Combien de ces exposants ont ce double discours de « je m'arrête à la limite de ce qui est légal », tout en, une fois que le client est ferré, lui disant mais bien sûr, mais les trucs illégaux, on les fait quand même. On a pu constater chez Médoucine, le site Médoucine, et on le voit régulièrement, et ça n'est rien d'étonnant, qu'il y a la façade légale des choses, et puis il y a le discours, c'est-à-dire avec toutes les dérives, avec toutes les prétentions thérapeutiques qu'on s'interdit d'avoir dans un espace où on n'a pas le droit de le faire, et puis on s'autorise derrière à le faire. Et comment on contrôle ça? Comment on s'assure qu'il n'y a pas de dérive? Eh ben, c'est pas possible. Donc, je ne sais pas ce qu'il faudrait faire, mais peut-être qu'il faudrait promouvoir les discours, les méthodes, les idées qui aident les gens à se poser des questions face à des propositions comme ça. Je ne prétends pas avoir la réponse, mais je me pose quand même des questions. Passons maintenant au premier entretien sur le stand d'un monsieur qui promet de nous débarrasser des effets néfastes des ondes électromagnétiques. J'ai un appareil de mesure qui mesure la pollution électrique que vous avez dans le corps. La pollution électrique dans le corps? Oui, parce que votre corps c'est comme une éponge. Oui. L'environnement, les ondes rentrent dans votre corps et malheureusement ils restent. Et c'est ça qui est dangereux. D'accord. Normalement, les ondes, elles circulent? Oui, elles circulent, mais là elles ne circulent pas pour le moment. Mal. Là vous êtes à 0,40. Ouais. C'est beaucoup. Pour éviter, pour les obliger à circuler, il faudrait marcher pieds nus chez vous. Être à la terre, quoi. Comme ça, les ondes ne restent pas dans votre corps, elles partent dans la terre. C'est pour ça que les petits-enfants, ils enlèvent leurs chaussures. Mais c'est pas pour embêter. J'habite dans un immeuble. Même au 50e étage. On peut être pieds nus, ça marche? Oui, oui. D'accord. Bon. Ah, vous tenez tout. Donc moi, pour la nuit, parce que c'est la nuit que c'est dangereux, j'ai remonté un lit avec juste une ligne électrique pour les lampes de chevet. Ce que vous avez chez vous. Oui. Approchez-vous de la ligne électrique. Donc, voilà, ça monte là. Ah, d'accord, donc ça c'est ce qui se passe à la maison à cause du courant qu'il y a dans les fils. Voilà. D'accord. Et je peux éteindre les lampes. Hein. Ah, et si on éteint, comme c'est branché malgré tout, ça reste... Ça reste toujours. D'accord. Essayez, attendez, je fais Hop. ça. Et J'ai qu'une main. Oui, je tiens le câble et je vous touche. Ah ouais. C'est ce que vous prenez dans le cerveau toute la nuit. Alors, je sais que vous ne tenez pas le câble, mais vous l'avez à 30 ou 40 cm. Ouais. Voilà. Venez, asseyez-vous sur le lit. Donc je m'assieds là, je vais mettre ça. Et en Comme ça. fond, il ne faut pas mettre les pieds par terre. Ah non, pas par terre, comme ça. Et là je monte. Bah, je suis à 3, c'est pareil 3,50. comme au début. Oui, pourquoi pas. Par contre, la norme qu'il ne faut pas dépasser à l'endroit où on dort, c'est 0,50.
D'accord. À partir de 0,50, votre glande pinéale est perturbée et ne fournit plus assez de mélatonine pour votre sommeil. Donc c'est la glande pinéale qui est affectée par ça. Voilà. Qui est perturbée. Il n'y a pas que ça, mais c'est surtout c'est elle qui délivre la mélatonine pendant la nuit. Et la mélatonine a un rôle encore plus important, c'est qu'elle tue les radicaux libres qui sont les cancers. D'accord. Et maintenant, le surmatelas sur lequel vous êtes, il va aspirer les ondes que vous avez dans le corps à cause de la ligne électrique. Ouais. Et tout ce qu'il aspire, je le vidange dans la prise de terre. On le branche sur la Donc, prise de donc terre. on met à la terre et du coup tout part. Hop là, voilà. Hop, tout ça. Donc en réalité, il faudrait qu'on branche le lit à la terre et c'est réglé. Ça devrait. Ouais. Malheureusement, ça n'est pas assez efficace. C'est pas assez. Il reste encore un peu là. Et donc le produit c'est quoi? Aujourd'hui, c'est ce sur Ah c'est le mat. D'accord. Donc dedans il y a un fil qui circule? À l'intérieur, il y a une toile imprégnée de produits qui aspirent les eaux. C'est quoi comme produit? Ah là, vous verrez. Ah, c'est le secret professionnel. Donc c'est une toile imprégnée d'un produit qui aspire les ondes. Voilà. Comme ça. Ouais. Et comme il aspire, tout ce qu'il aspire, on le vidange dans la prise de terre. Ce qui fait que le courant électrique ne reste plus dans votre corps, il ne fait que passer. D'accord. Et ça, il y a des physiciens qui valident ça? Bah, heureusement, oui, c'est ça. Bah, je suis étonné. Et donc vous dites c'est prouvé. J'ai vu ça. C'est marqué où? Le système existe depuis 27 ans. 27 ans. On en a vendu plusieurs dizaines de milliers. Et personne n'est mort, donc c'est bon. Non, ils sont tous vivants, au contraire. Tous. D'accord. Bon. Ben, merci. Voilà. Je prends mon chapeau. Qui me protège contre le rayonnement électromagnétique du soleil. C'en est aussi. Ah, tout à fait. C'est même le pire. Hein. Bon bah merci bien. Allez. Après ce monsieur fort sympathique, capable de purger les ondes de mon corps à travers un matelas imbibé d'un produit dont on ne saura rien, mais fort sympathique, je me suis dirigé vers un stand aux allures tout aussi scientifiques, où on nous promettait des soins avec des caissons hyperbares, et puis un autre qui parlait de la méthode Thomasy et de stimuli auditifs avec des neuros par-ci, des neuros par-là, et notamment voilà, donc, le centre fréquence développement, donner du souffle à votre santé, augmenter votre potentiel. Et c'était donc une question de musicothérapie neurologique. Et j'ai eu droit donc, à une dame, Madame Valdener, qui est, et j'ai été étonné de l'apprendre, neuromusicothérapeute diplômée. Et vous allez voir qu'elle a des solutions à... en fait, elle me demande un peu ce qui ne va pas, et quoi que je dise, elle a d'une manière ou d'une autre une solution à me proposer, et ça c'est beau. Alors, moi à la base, je suis neuromusicothérapeute. Musicothérapeute. Donc, je rééduque avec la musique. C'est avec de la musique modifiée qui permet de travailler sur toutes les connexions neuronales et de travailler sur la communication, la gestion des émotions. Il y a un domaine d'application qui est très vaste, parce que quand on travaille sur le cerveau, forcément, on peut avoir des domaines d'application qui sont assez vastes. Et il y a d'une part ça, et après il y a le caisson hyperbare. Ah d'accord, c'est deux trucs différents. D'accord. Donc il y a tout ce qui est musique et son, et il y a la pression. Voilà, c'est ça. Et le caisson hyperbare permet de s'oxygéner. D'ailleurs, j'accompagne des athlètes olympiques. Ah oui? Pour les blessures, parce que ça permet une meilleure cicatrisation. D'accord. Et puis pour l'endurance, pour éviter les courbatures, pour la récupération. Donc c'est ça plutôt, c'est plutôt ça la musique. Donc voilà, là il y a toutes les thérapies qui sont présentes. D'accord. Le dépliant, je l'ai ici. Et en fait, sur le coup, je n'avais pas relevé. J'aurais dû, pardonnez-moi, hein, des fois on manque d'à propos, relever ce qui est écrit là, parce que là, il y a du quantique, la biorésonance, thérapie quantique non invasive, le KEX-ED, Q-U-E-X-E-D. Alors, on ne nous dit pas ce que c'est. Donc, c'est KEX-ED. Le KEX-ED est une technologie de biofeedback et de stimulation par microcourant qui réduit les stress et améliore le bien-être. Comment, pourquoi? Il y a un texte.
je vais vous le dire, puisque vous demandez. Les capteurs électromagnétiques mesurent les réactions électrophysiologiques et des fréquences harmonisantes sont renvoyées au corps. Le KEX-Head mesure le corps électrique pour obtenir des mesures de l'EEG, de l'EMG, de l'ECG et du GSR. Je crois que ça n'a pas beaucoup de sens, mais les acronymes existent. Puis vise à rétablir les fréquences électromagnétiques naturelles du corps. Le biofeedback peut inverser les modèles d'ondes cérébrales associés au stress, favorisant ainsi le retour au bien-être global. Bullshit, conneries, charlatanisme, tout ceci est validé par Calliope. Ces gens ont le droit de faire des formations professionnelles. Calliope a validé le contenu de ce truc. Je pense que c'est une belle connerie. Mais retournons, parce que la dame a encore des choses à nous dire, et elle est sympathique. Et il faut quel diplôme pour ça? J'ai fait un diplôme universitaire en 3 ans de psychothérapeute. Psychothérapeute? Voilà. Après, j'ai fait une spécialisation en neuromusicothérapie. Mais on fait ça où? À Montpellier, à la fac. À la fac, il y a un diplôme de neuromusicothérapie. Ouais. Figurez-vous que cette information est rigoureusement exacte. Il y a bien un diplôme de formation internationale de neuromusicothérapie à l'université de Montpellier. Ce module professionnel, formation est ouvert en priorité aux musicothérapeutes diplômés, neurologues, neuropsychologues, psychologues cliniciens, pour les étudiants et autres nous consulter, qui souhaitent acquérir une meilleure compréhension de la neuromusicothérapie NMT afin d'utiliser la méthodologie et les techniques adaptées. Programme. Acquisition de compétences de base pour la pratique clinique en neuromusicothérapie. Pour l'instant, on ne sait pas ce que c'est encore. Une connaissance des études actuelles concernant la neuromusicothérapie. On ne sait pas plus. Une connaissance des protocoles et leurs applications suivant les pathologies et les objectifs thérapeutiques. On est bien dans de la thérapeutique et bien des pathologies. Utilisation des évaluations cliniques actuelles dans les prises en charge en neuromusicothérapie. Évaluation clinique pour des prises en charge adaptées en neuromusicothérapie. Bon, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, mais apparemment ça marche. Avec 2 professeurs en neurosciences de Toronto et en musicothérapie de Toronto également. Et c'est vrai que dans l'entretien, la dame nous parle du Canada. Admission. Il faut contacter le secrétariat de musicothérapie @univemont3.fr. En savoir plus, vous n'en saurez pas beaucoup plus. Bon, alors la question que je me pose, c'est est-ce que on est vraiment là dans un diplôme totalement bullshit donné dans le domaine des arts, des lettres et des langues pour faire de la thérapie? Est-ce que l'université, la faculté des arts, des lettres et des langues est celle qui est constituée pour fournir des formations pour que les gens soient des thérapeutes? Vous voyez, là, c'est la tête que je fais quand j'ai un doute. Mais la neuromusicothérapie, je ne connaissais pas. C'est assez récent parce que ça vient du Canada. En fait, c'est l'Académie de neuromusicothérapie du Canada qui nous a formés. Qui est venu à la fac à Montpellier et qui nous a formés. Et au Canada, c'est très répandu. Contrairement en France. La France, on est en retard sur plein de choses, on sait bien. Voilà. Et donc c'est très intéressant. Et donc ça soigne des choses. On soigne le langage, on soigne les troubles de la communication, on soigne la gestion des émotions. Moi je travaille beaucoup avec les autistes. J'allais dire autisme, parce que. Oui, donc mais ça fait quoi aux autistes? Comment on les aide? En fait ça permet d'oxygéner tout le cerveau et donc de travailler sur tous les neurotransmetteurs. Et donc en fait les autistes par exemple au niveau du frontal ils sont déséquilibrés parce que le frontal c'est le raisonnement, la communication. Ouais. Et donc du coup quand on oxygène tout, ça permet d'ouvrir. Donc c'est bêtement un manque d'oxygène. Ouais. D'accord. Voilà. Mais ça personne nous le dit ça.
Ah bah non, parce que ça soigne sans médicaments. Donc tu as toujours un problème d'argent quoi. Et c'est gratuit? Ah bah non. Vous travaillez gratuitement vous? Ça m'arrive. Oui, après, il y a des choses... Admettons que ça m'intéresse, je découvre. Hein. Le but c'est quoi? C'est que je devienne, enfin, c'est pour former les gens ou c'est pour pratiquer la... Pratiquer. D'accord. Après moi, je organise des formations, parce que je forme à la musicothérapie dans les établissements de santé. Par exemple? En EHPAD. En EHPAD. J'initie le personnel à utiliser la musique dans les soins. Ok. Voilà. Là, je vais intervenir aussi dans des structures pour autistes. Donc, pour former le personnel à utiliser la méthode que je fais. Alors, quel type de structure? C'est pour des foyers pour autistes. Des foyers, d'accord. Et donc le personnel se forme à la musicothérapie. Voilà. D'accord. Et les visiteurs qui sont là, qu'est-ce qu'il y a pour moi? Alors, qu'est-ce que vous voudriez travailler, par exemple? J'ai un problème d'élocution. Ouais. Pour le reste, ça va plutôt bien, donc je vais pas me plaindre. Ouais. Donc, Ce serait plutôt la méthode Tomatis. La méthode Tomatis, c'est vous ça là, Tomatis, d'accord. Ouais. Alors c'est quoi? C'est toujours avec la musique. Ouais. Donc, c'est rééduquer entre l'oreille et la voix. Ouais. Parce que la voix ne reproduit que ce que l'oreille entend. D'accord, oui. Et quand on écoute des sons, ça passe par l'oreille et après ça passe par le système des émotions, le système limbique. Ouais. Et donc généralement quand on a un trouble de langage, c'est que... C'est le système limbique qui est en cause. Voilà, aussi. D'accord. Donc on va travailler sur les différentes zones. Et comment on travaille les différentes zones? Et ben parce qu'en fait, moi je vais faire un test d'écoute qui va me permettre de savoir comment la personne fonctionne. Comment j'écoute? Comment vous écoutez. D'accord. Et après, je vais rééduquer par des sons en travaillant en fait les muscles de l'oreille moyenne pour mieux transmettre le message au cerveau. Ah, c'est les muscles de l'oreille. Ouais, en fait, c'est la musique qui transforme les muscles. Donc, la musique permet de jouer sur les muscles de l'oreille et après ça change. Et après, en fait, ça va travailler sur les connexions neuronales et moi, je vais mettre des musiques qui sont enregistrées sur certaines bandes passantes et ça va travailler les différentes zones du cerveau qui sont déséquilibrées. D'accord. Voilà. Admettons, je suis un peu sceptique. Oui. Où est-ce que je trouve des preuves scientifiques de tout ça? Ah, c'est publié. Il y en a plein, mais j'ai pas tout amené. Hein, D'accord. Donc Joseph Verwoerd, et c'est quel papier ça? C'est dans quel journal? Alors ça, ça a été republié, ça a été à la base publié dans le journal de neurothérapie. D'accord. Ça va? Donc oui, Tomatis, d'accord. Bon, et si on se renseignait sur cette méthode de Tomatis? Regardons un peu d'où elle vient. Elle vient d'Alfred Tomatis. Est-ce qu'on a des infos sur le monsieur? Eh bien oui, regardez Wikipédia. Alfred Angelo Tomatis, né en 1920, mort en 2001, otorhinolaryngologiste secondairement radié de l'ordre, qui a donné le jour à une méthode scientifiquement controversée, la méthode Tomatis. On n'est pas tellement surpris. Si la méthode n'était pas controversée, elle ne serait pas dans un salon bien-être chakra bidule, elle serait dans un salon de médecine normale. Alors je passe la biographie, on va s'intéresser à la partie controverse. Quand un article Wikipédia a une section controverse qui est développée, c'est un indice qu'il y a quelque chose à la regarder. Donc le monsieur est radié de l'ordre des médecins en 1977. En 1988, une de ses patientes, Judith Mani, le poursuit en justice après 170 séances infructueuses entre 87 et 88. En 1993, il est condamné pour exercice illégal de la médecine après avoir effectué et interprété un audiogramme auprès d'une patiente, alors que cet acte est réservé aux médecins ORL en activité. Aux États-Unis, l'oreille électronique, entre guillemets, et autres dispositifs analogues ont été interdits à l'importation en 1996 par la Food and Drug Administration. Ultérieurement, la FDA a autorisé des dispositifs de ce type à des fins de formation, considérant qu'ils relevaient du domaine de l'éducation et non du domaine médical.
En France, la méthode n'est pas reconnue et n'a aucune efficacité démontrée selon l'Académie de médecine et la Haute Autorité de Santé. D'autant que les surdités des patients pris en charge par M. Tomatis n'en sont pas, selon l'Académie. En 1993, le professeur Trabahui, ORL de l'Académie nationale de médecine, écrit un éditorial à ce sujet. Alfred Tomatis, ou de l'influence du creux sur la taille du trou. En 2018, il effectue une analyse et synthèse bibliographique sur la méthode et qui conclura par « L'effet Tomatis s'apparente au mystère de la foi et réactualise Jean de La Fontaine. À flatter le besoin de merveilleux et d'intellectualisme, on vit aux dépens des esprits faibles qui, croyant savoir, ne savent pas qu'ils croient. Ces derniers sont légion. Le rappel de ces lignes n'a d'autre ambition que d'informer le monde ORL, voire médical, sur la nullité abyssale et l'escroquerie intellectuelle des théories sur lesquelles repose le fonctionnement des centres Tomatis qui prolifèrent et prospèrent aujourd'hui en France et en Europe, avec l'aide financière de l'Union européenne. Dans Healing or Stealing, Jean Abgral l'appelle le gourou de l'oreille d'or et écrit « D'après les spécialistes en ORL, le système Tomatis tient plus du pèlerinage religieux à Lourdes que d'une réalité scientifique et thérapeutique. » Et justement, j'ai trouvé sur le guichet du savoir une question qui concerne Alfred Tomatis et une réponse qui consiste en une citation d'un travail de M. Abgral, qui est psychiatre et criminologue, dans son livre « Les charlatans de la santé ». Je vais vous lire cet extrait. La méthode Tomatis est fondée sur l'utilisation de l'appareil qui a fait sa fortune et sa gloire, l'oreille électronique. Il s'agit d'un appareil qui filtre la voix maternelle et la musique en éliminant les fréquences graves et en privilégiant les sons aigus au-dessus de 8000 Hz. Si la méthode Tomatis a des résultats positifs, elle le doit, de toute évidence, à la prise en charge renforcée des jeunes enfants aux séances orthophoniques classiques et à une prise en charge psychologique, et non à l'oreille électronique, comme le reconnaissent implicitement les documents Tomatis. Tomatis a voulu donner à sa technique des applications universelles et c'est précisément ce qui en révèle l'aspect manipulateur. L'oreille électronique doit pallier toutes les difficultés de communication, les problèmes psychologiques, les retards de langage et d'échange social. Elle doit même améliorer les performances vocales des chanteurs. Si son oreille a séduit le public, Tomatis a échoué dans sa tentative de théorisation à cause des contre-vérités qu'il a énoncées. Ainsi, selon lui, l'oreille droite est privilégiée parce qu'elle est le capteur et sa prééminence s'explique par le fait que les circuits cérébraux du côté droit sont 200 fois plus courts que ceux du côté gauche. On ne peut que s'interroger sur la valeur d'un raisonnement qui nie les évidences anatomiques connues depuis Ambroise Paré. En 1976, Tomatis démissionne de l'ordre des médecins avant que celui-ci ne soit appelé à statuer sur son activité l'année suivante. Mais il faudra près de 20 ans pour que la justice s'intéresse à l'oreille électronique. En 1988, une ex-patiente du gourou à l'oreille d'or, Madame Judith Mani, se rebelle. Souffrant d'un vertige de Ménière, altération de l'oreille interne, elle a suivi près de 80 séances d'écoute de Mozart au Centre Tomatis de Paris. Devant l'échec de ces séances payantes, le centre lui offre 80 séances supplémentaires gratuites, sans plus de succès. Estimant avoir été grugée d'une somme de 8300 francs, la vieille dame ne s'en laisse pas compter et dépose une plainte qui aboutira 8 ans plus tard à la condamnation de Tomatis à une peine de 60 000 francs d'amende. Son procès a montré que l'oreille électronique n'était qu'un vulgaire audiomètre, incapable d'aucune action thérapeutique. Selon l'expert ORL cité, le système de Tomatis relève davantage du voyage à Lourdes que de la réalité scientifique et thérapeutique. Pour le linguiste Claude Agege, l'aptitude à la distinction phonologique liée à une audition tout à fait normale n'a pas pour conséquence nécessaire la capacité d'articuler exactement ce qui est perçu, même chez le jeune enfant en période d'apprentissage. L'effet direct de l'audition sur la phonation était pourtant considéré comme certain par beaucoup dans les années 60, notamment à la suite des travaux d'Alfred Tomatis, selon qui les productions du larynx sont strictement dictées par ce que l'oreille perçoit. Alfred Tomatis se fondait sur l'apparence suivante, les fréquences sur lesquelles un scotome auditif se manifeste, qu'il soit
pathologique ou expérimentalement provoqué. Alors, un scotome, c'est une incapacité à percevoir quelque chose. Un scotome visuel, c'est si tout ce qui est de ce côté-là, pour moi, est absolument absent. Je ne le perçois pas. Donc un scotome auditif, c'est lorsqu'il y a toute une gamme de fréquences qu'on ne perçoit pas. Donc qu'il soit pathologique ou expérimentalement provoqué, sont celles-là même sur lesquelles se produit un scotome vocal. Si on les rétablit à l'audition, elles réapparaissent aussitôt, dit Tomatis, dans la phonation, sans que le sujet en ait conscience. Mais les faits sont moins simples que ne le soutient l'auteur. Donc, la méthode Tomatis, c'est plutôt du charlatanisme, quelles que soient les convictions de la dame qui nous a parlé sur ce stand. Nous avons affaire à des théories qui ne tiennent pas la route, à des thérapies sans preuve, qui ne marchent sans doute pas et qui sont promues sur des salons comme ça, avec un argument de poids qui est « j'ai un diplôme universitaire de l'Université de Montpellier, je suis neuromusicothérapeute ». Est-ce que c'est normal que les universités valident ce genre de choses? Il faudrait peut-être demander à Montpellier, à l'université, de répondre à ça, de nous expliquer en quoi ce diplôme universitaire est valide. Et est-ce qu'ils veulent assumer tout ce qui est fait derrière avec ces diplômes? Je ne suis pas certain. Dernier entretien, je suis passé devant le stand de l'eau Kangen, où on nous vend une fontaine qui va filtrer l'eau de votre robinet pour produire une eau qui est bien meilleure pour votre santé. C'est sûr, c'est prouvé. Il y a des prix Nobel qui le disent. Bah, c'est une fontaine, c'est une matériel japonais. C'est ça, c'est la fontaine. Non, c'est celle-là. Celle-là, elle n'est pas sur le stand? Non. D'accord. Ça a été mis sur le marché au Japon sur l'Okinawa en 1914. En 87, c'est devenu du matériel médical au Japon. À l'heure actuelle, tous les hôpitaux japonais s'occupent de cette machine-là. Tous les hôpitaux au Japon, d'accord, utilisent ça. On utilise ça. Maintenant, on a une application aux États-Unis depuis 2003 pour la lutte contre le cancer. On a laissé de l'avoir à l'heure actuelle. Ça lutte contre le cancer. Parce que c'est une question de terrain. Si le terrain acide, c'est là que les cellules cancéreuses se développent. Si le terrain alcalin, elles ne peuvent pas se développer. Ben, c'est pas moi qui le dis, c'est ce monsieur-là. Donc le prix Nobel dit que... D'accord, pas de maladie dans un corps alcalin. D'accord. Mais le pH du corps, il est régulé, j'ai pas fait médecine, hein, mais il est régulé par les poumons et les reins. Moi, ce que je peux vous dire, on peut jouer sur l'équilibre acido-basique. C'est tout ce que je peux vous dire. Je suis pas du corps médical, ouais. Je n'y connais rien. La machine que je distribue, je sais le travail qu'elle fait, et je peux vous l'expliquer simplement. Mais du coup, pardon, vous n'êtes pas médecin, mais votre formation c'est quoi? Pas de formation, j'ai une formation maison par Contact. D'accord, donc vous êtes commercial? Si vous voulez appeler ça comme ça. J'ai pas du corps médical, donc n'essayez pas de me faire dire des choses que je ne sais pas, parce que je m'abstiendrai d'en parler. Bah, vous avez raison. Je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour expliquer les bienfaits que ça a. Ça, je peux le faire, parce que je sais le faire. Mais c'est tout. Parce que quand vous dites, enfin, quand c'est écrit, ça bouge le système immunitaire, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que ça vous protège. Tout le monde a un système immunitaire. Ouais. Il est plus ou moins prononcé. À l'heure actuelle, comme vous avez un terrain acide, c'est pas moi qui le dis, c'est ce monsieur-là, et c'est Louis Pasteur. Hein. D'accord. Alors depuis Louis Pasteur, on a fait des découvertes. Ah non, mais c'est une référence, d'accord, mais... Depuis 2019, prix Nobel de médecine, ouais. 2 Américains, 1 Anglais, sur l'oxygénation des cellules. C'est pas moi qui le dis. Mais l'oxygénation, c'est acide. Ah tiens, donc, pourquoi? Il faut non. L'oxygène, c'est un oxydant. J'y connais rien. D'accord. Ce que je peux vous dire, je ne suis pas calé là-dessus. Je sais que l'oxygénation des cellules, c'est pas pour rien qu'on leur donne de l'oxygène, c'est pour que je les défendre. Pour lutter contre l'acidose. C'est une cellule qui est bien oxygénée, elle va faire son travail de défense. Si elle est oxydée, c'est le manque d'oxygène, elle ne fait plus son travail. D'accord. Moi, sorti ça, mais vous me dites que quand elle manque d'oxygène, elle est oxydée? Je vais étonner. Vous demandez ça à ces gens-là, hein. Bah oui, mais c'est vous qui êtes là, moi je vous demande à vous. J'essaie de me renseigner, je veux comprendre un peu ce qui se passe. Et donc, rien que boire de l'eau, ça soigne contre...
80% des maladies. Je ne dis pas que ça soigne, je dis que ce monsieur-là a soigné ces gens avec de l'eau. Moi je dis rien, je constate, c'est tout. Vous êtes prudent, c'est bien, mais c'est bien. Bien sûr, Mais j'approuve. Boire la même chose, mais avec de la nourriture. Alors, qu'est-ce qui se passe avec la nourriture? La même chose. La même chose, c'est-à-dire. D'accord, on peut alcaliniser son corps avec de la nourriture. Tout. Et c'est encore pas moi qui le dis, c'est un médecin. Oui. C'est Max Rombi. Max Rombi, c'est qui ça? L'ancien PDG d'Arco Pharma a été condamné en appel pour tromperie envers 2 clients qui avaient absorbé des gélules à base de plantes chinoises ayant provoqué des lésions rénales irréversibles. C'est pas moi qui le dis, c'est dans le journal. Hop, 2007, Max Rombi, l'ancien PDG d'Arco Pharma, poursuivi pour tromperie et blessures involontaires envers 2 femmes ayant absorbé des produits à base de plantes chinoises qu'il importait, vient de voir sa peine confirmée en appel. A-t-on appris lundi 28 mai 2007 auprès du groupe de phytothérapie. La cour d'appel de Toulouse n'a cependant retenu que la tromperie contre Marc Rombi qui a été relaxée du délit de blessure involontaire comme première instance en juillet 2006. Max Rombi devra verser 7 500 € à Marie-Hélène Lafay et Anne Pertil, atteintes d'insuffisance rénale irréversible depuis 1993, ayant dû subir des transplantations rénales. À partir de 1990, ces 2 femmes avaient absorbé des gélules amaigrissantes, Asiatitra 28, censées contenir la plante chinoise Stephania tetrandra, mais contenant en fait l'Aristolochia fangii, néphrotoxique selon certains experts. La substitution ayant été effectuée avant que le produit n'arrive chez Arco Pharma. La société ne disposait pas du révélateur chimique permettant de vérifier la nature exacte de la plante au début des années 90. Déjà condamné pour homicide involontaire? Dans un communiqué, Arco Pharma s'est félicité de la relaxe partielle de son fondateur et a indiqué que la décision de justice vient confirmer la thèse d'un tiers facteur responsable des néphropathies. Le 13 novembre 2006, Max Rombi avait été condamné par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence à 2 ans de prison avec sursis pour homicide involontaire après le décès de 2 femmes qui avaient absorbé les mêmes produits amaigrissants à base de plantes chinoises. Vous faites confiance à qui vous voulez. Pas de problème. Mais il y a plein de médecins qui disent l'inverse. C'est leur problème, c'est pas le mien. C'est pas votre problème. Non. Voilà. Maintenant, moi, je me réfère par rapport à des résultats. Les gens que j'ai équipés, eh bien, Ils vont tous bien. Ils vont très très bien. Ils ont comme une nette amélioration de leur bien-être intérieur. C'est tout ce que je peux dire. Mais n'empêche que vous mettez des photos où, quand je lis ça, je comprends que ça guérit. C'est le message que j'ai reçu, vous me corrigez tant mieux. Mais moi, je vous dis, ce qui est là, attestant votre 2e cerveau, et ça c'est une vérité. Oui, il y a beaucoup de neurones. Même le premier, d'accord. Femme de 45 ans, il y a un cancer du sein de constipation chronique. Vous avez son intestin qui est très chargé. Ouais. Ok. Des millions de milliards de bactéries. Vous allez retrouver 3 mois après en ayant 3 litres d'eau qu'on gagne par jour. Vous avez un intestin qui est propre, d'accord. 3 litres d'eau par jour. Oui. C'est beaucoup, hein. D'accord. Je peux rien, moi c'est un. Comment on dit ça? Mais je vous accuse pas, vous savez. C'est un remède, certainement un diagnostic. Un protocole, d'accord, ouais. Protocole, d'accord. 80% de molécules. Mais c'est étonnant. Mais c'est comme ça. C'est étonnant qu'avec de l'eau on soigne le cancer. Ah bah c'est étonnant. Mais c'est aussi étonnant de couper de la ferraille ou des choses très dures avec de l'eau. Hein. C'est aussi étonnant. Oui, mais je comprends la physique derrière. Je comprends que sous pression. D'accord. L'eau, c'est la vie. C'est vrai. Ça vient de l'eau. La mémoire de l'eau, c'est reconnu. La mémoire de l'eau, c'est reconnu. Ça a été vu par tout un tas de chercheurs. C'est reconnu, cette chose-là. Ok. Moi, là-dessus, je suis un profane. C'est tout. Mais je sais que c'est la vie. Si je vous dis que moi, je ne suis pas profane. Alors, moi, je vais encore intéresser autre chose. Est-ce que ça vous intéresse, cette machine-là, ou pas? J'ai juste une dernière question sur la mémoire de l'eau. Vous me dites que c'est reconnu. Et moi, je suis chercheur. Je vous dis que non, c'est pas reconnu la mémoire de l'eau. Qu'est-ce qu'on fait? Vous, si vous vous engagez à dire ça, moi, j'ai lu ça sur des bouquins. C'est tout. Voilà. Je ne dois pas vous le dire. Vous savez, moi, les polémiques, je les évite.
C'est pas les polémiques, c'est que si c'est vrai, c'est important de savoir pourquoi c'est vrai, et si c'est pas vrai, il faut qu'on sache. Bah oui, mais je suis pas comme Zico, j'ai pas fait des études. D'accord. On le branche sur l'eau à la maison, et ça filme. C'est un fan de ionisation, c'est un champ magnétique, c'est créé, voilà, si vous voulez, c'est là que je transforme. Comment, j'en sais rien. D'accord. Si ça fonctionne, c'est Et combien ça coûte? Ah, le code de ça coûte, ça c'est des carrément, je suis sûr. Là, je suis en train de vous expliquer ça sur ça au niveau des bienfaits, et vous me demandez ça, et combien ça coûte, il faut savoir ce que ça fait. Alors, dites-moi ce que ça fait. 1,40 €. Ah ben, il faut des 2 heures. J'ai pas 2 heures à vous consacrer, hein. Il y a plein de gens à regarder. Juste le prix alors. Même pas. En 20 secondes. Ça sert à rien de savoir le prix si c'est pas ce Ça que ça fait. sert à rien de savoir le prix. Si c'est pas ce que ça fait. Expliquez-moi. C'est de la curiosité malsaine. C'est tout. Si on veut connaître un prix d'une chose sans savoir ce que ça fait, ça sert à rien. La plupart des choses, on a le prix dessus et puis... C'est pour ça que ça n'est pas exposé. J'ai pas de machine ici. J'ai pas mis de machine, c'est parce que je n'ai pas donné le prix. Pourtant, parce que les gens ne voient que le prix. C'est pas le prix qu'il faut regarder, c'est ce que ça fait. Quand on sait pas ce que ça Donc fait, ça coûte trop cher pour le noter, pour le marquer. Si j'avais le prix, je serais pas venu, c'est ça? Appelez ça comme vous voulez. Moi, je vous dis ça comme ça. Ça, c'est mon péché de départ. Je donnais le prix au comptant. Les gens intéressés faisaient 2 pas en arrière, sans savoir ce que ça fait. Parce que c'était pas dans leur budget. C'est tout. Maintenant, si on dit non à quelque chose qu'on ne sait pas, tant mieux. Parce que si le produit était là, il faudrait afficher le prix. Oui, d'accord. C'est obligatoire. D'accord. Ok, merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi, monsieur. Il est temps de conclure en faisant quelques tout petits rappels, dans l'espoir que dans les commentaires ça se passe bien. Ces gens qu'on a vus en vidéo sont pas débiles, ne les insultez pas, c'est pas des escrocs, peut-être qu'ils le sont, mais on n'a pas la preuve en vidéo que ces gens sont malhonnêtes, donc on peut pas les accuser de ça. Oui, nous sceptiques, on ne croit pas la même chose que ces gens-là. Oui, on estime que ça peut être dangereux, et je l'ai dit plusieurs fois, bon. Si jamais vous croisez des commentaires qui viennent défendre ces idées, ces croyances, ces discours, demandez-vous comment vous voudrez qu'on vous parle. Même s'il y a des commentaires agressifs envers moi, demandez-vous comment vous voudriez qu'on vous parle si vous alliez commenter de manière un peu chaude quelqu'un que vous n'aimez pas du tout, et appliquez la méthode qui consiste à traiter les autres comme on voudrait être traité soi-même. Répondre par l'agressivité, ça ne sert à rien, ça ne me rend pas service. J'aimerais que l'espace commentaire de cette chaîne reste vivable. Il l'est comparé à d'autres endroits, il a ses défauts, s'il vous plaît. Voilà, je tiens à cet effort. Petit résumé quand même des 3 entretiens que j'ai pu mener lors de cette visite, pour s'arrêter sur la rhétorique à l'œuvre. Évidemment, ce ne sont pas des entretiens épistémiques propres. Il n'est pas question dans un salon d'amener les gens avec qui on parle à douter de ce qu'ils sont en train de nous vendre. Ils n'ont pas envie de douter, le contexte n'est pas propice du tout. Donc on n'est pas là. En revanche, on peut essayer de les faire dérouler leur rhétorique pour voir un peu comment ils défendent leurs propos. On a vu le monsieur à la fin qui nous répète « c'est pas moi qui le dis ». Je dis ça parce que je dis pas que ça soigne, je dis que ce monsieur a soigné des gens avec de l'eau, je dis rien, je constate, c'est tout, voilà, c'est le mec, il est là, mais il sait rien, et il désamorce constamment, parce qu'il sait, ce monsieur, qu'il ne peut pas prétendre que son produit soigne, parce que c'est pas légal. Donc il y a ce désengagement, la curiosité malsaine, quoi. J'ai trouvé ça assez... Je pense que lui, il sait un peu ce qu'il fait. En retirant le prix, donc en ne mettant pas la fontaine, parce que, et là c'est des méthodes de marketing et d'engagement basiques, quand les gens commencent à parler avec vous en ignorant le prix, vous pouvez leur donner envie, et quand vous leur avez donné envie, le prix est acceptable. Si le prix est affiché dès le départ, les gens, en effet, les gens achèteraient moins. Il a raison, les gens achèteraient moins. Et c'est bien pour ça que c'est obligatoire de l'afficher avant, pour éviter qu'on manipule les gens. Donc, il veut pouvoir manipuler les gens, et je crois qu'il pense que c'est de bonne guerre. Bon. On a vu le monsieur avec son matelas anti-ondes. Lui, il a une rhétorique qui est différente. Il n'est pas en train de nous dire il y a un prix Nobel qui dit ça, un prix Nobel qui dit ça, enfin, même s'il peut l'évoquer. Lui, il démontre, il a un protocole, il a une expérience qu'il vous fait tester avec un appareil. Ça, c'est très convaincant.
C'est un argument très convaincant et il prétend en avoir vendu des dizaines de milliers. Et je n'ai pas pensé à demander le prix, je ne sais pas si je l'aurais eu, parce que je n'ai pas encore le réflexe. Mais c'est pas du tout le même registre argumentatif et c'est intéressant à observer. Et le troisième, donc la dame qui est neuro-musicothérapeute, là on avait un décorum plus académique. On est plus dans la prétention à être scientifique, notamment par le fait que la dame, elle a une conférence et qu'elle enseigne et qu'elle forme. Et que quand elle intervient, c'est pour former les équipes qui s'occupent de personnes âgées et d'autistes. Et ça me dérange un petit peu. On a eu la chance d'avoir 3 intervenants, 3 vendeurs, qui ont 3 techniques assez distinctes. Je ne me suis pas tourné vers les voyants, les médiums, etc. parce que je voulais être avec un interlocuteur avec qui je peux au moins parler un peu la même langue de est-ce que votre truc est prouvé, est-ce qu'il y a une... comment on fait. Si vous allez voir un médium, il vous dira c'est dans le ressenti, mais l'effet des ondes électromagnétiques, la neuromusicothérapie et les effets du pH de l'eau que vous buvez sur la santé, ça, ce sont des choses qui empiètent sur le terrain de la science. On peut avoir un dialogue argumenté, sourcé sur ces questions-là. C'est pour ça que j'ai choisi ces 3 personnes-là. Il y aurait des entretiens super intéressants à faire avec d'autres personnes, mais je ne suis pas sûr que ça serait... Enfin, ce serait à tenter. Ok, je me note, merci pour vos commentaires, ce serait à tenter pour une prochaine fois, peut-être si je retourne dans un salon qui ressemble à ça bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, merci de la partager avec ceux dont vous pensez qu'ils pourraient la trouver intéressante, merci de soutenir le travail de la Tronche en Biais, les liens sont dans la description, je travaille pour vous. Merci de participer dans vos commentaires à une bonne intelligence collective. Et merci, si vous voulez débattre dans les commentaires, de venir avec un argument, avec une source, et de vous retenir, de faire du ping-pong. Si vous avez à redire ce que vous avez déjà dit avant, c'est que déjà vous êtes engagé dans une conversation où vous perdez un peu votre temps. Donc venez avec un argument, venez avec une source, et acceptez de laisser l'autre continuer. Les gens qui liront l'échange verront bien que vous êtes venu avec un argument et une source, et c'est très bien. Soyez précis dans vos critiques et dans vos propos, et soyez sourcés. Je m'arrête, je vous libère, reprenez une activité normale, je vous embrasse si jamais c'est votre truc, et je vous dis à très bientôt. Réfute mes certitudes, qu'on questionne mes habitudes, j'accepte tous les démentis.